Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. On dit ne détestez pas le joueur, détestez le jeu. Mais quand un joueur enfreint les règles, soit il paie de sa carrière comme Nelson Piquet Jr., soit il paye des milliers de dollars d'amende. Des conducteurs qui mettent en scène de faux accidents pour gagner une course aux motards qui ne terminent jamais leur course, voici des athlètes qui sont pris en train de tricher. Numéro 1, Patrick Reed. Patrick Reed est un golfeur extraordinaire, mais même les grands joueurs dérapent parfois, et se font prendre pendant le Hero World Challenge. Organisé par Tiger Woods en 2019, Patrick Reed a été surpris en train de tricher. Le golfeur était sur le point de jouer son troisième coup sur le par 5 du 11e trou à Albany, lorsque sa balle a atterri dans une dépression de sable. Reed a touché la balle 2 fois pendant l'entraînement, tout en déplaçant le sable sous la balle. Malheureusement, les caméras l'ont attrapé selon le règlement du PGA Tour. Ce mouvement est illégal et Reed a été puni d'une pénalité de 2 coups. Mais bien sûr, les tricheurs ne sont jamais d'accord sur le fait qu'ils trichent. Le champion des Masters 2019 s'est défendu à juste titre contre les officiels de la pénalité. Les officiels ont dû montrer à Reed le replay du match pour le convaincre qu'il avait enfreint une règle. Reed a demandé aux officiels d'examiner un autre point de vue de la photo, qui établissait l'innocence de Reed. Les officiels ont insisté sur le fait que le replay était une preuve suffisante de la faute du joueur. Le règlement du circuit PGA n'interdit pas à un joueur de planter son club dans le sable, mais déplacer le sable derrière la balle a violé la règle 8.1 à 4, qui stipule qu'un joueur ne peut pas enlever ou appuyer sur le sable ou la terre pour améliorer les conditions affectant le coup. Patrick Reed a eu tort de jouer ce coup. Ce n'est pas comme si Patrick Reed était censé mémoriser toutes les règles, mais après avoir joué sur le PGA Tour pendant 8 ans, des règles comme celle-là devraient faire partie du jeu. Mais le golfeur a publié des déclarations défendant ses actions, en affirmant que c'était un malentendu des officiels. Il a été pénalisé, mais a terminé le tournoi en 3ème position. Numéro 2, Simon Dyson. En 2013, lors du BMW Master de Shanghai, Simon Dyson a fait ce que tous les golfeurs savaient être contre la règle. Il a utilisé sa balle pour appuyer sur une marque de crampon dans la ligne d'un putt. Il a triché, heureusement que les caméras sont toujours en train de regarder. Donc les images étaient preuve contre Simon. Devinez quoi, Simon s'est excusé auprès de ses collègues professionnels et au circuit pour tous les problèmes et la honte causée, et a dit qu'il n'avait rien fait de mal, que c'était une erreur accidentelle. Les officiels n'ont évidemment pas cru aux excuses ou à l'explication de Simon. Si chaque golfeur s'en sortait avec tout ce qu'il pouvait faire sur le parcours, ce serait comme le Far West. Le panel a toujours été strict sur ses règles et bien sûr, les tricheurs sont rarement pris. Et c'est parce qu'ils ne trichent pas. Tout le monde sait ce qui suit après et l'évite. Mais là, c'était Simon. Il a fait face à un panel disciplinaire de 3 personnes qui a décrit le comportement comme une aberration momentanée de sa part, et non un acte délibéré de tricherie. Selon le jury, l'extrême gravité d'une telle infraction dans un cas approprié justifierait une suspension immédiate. Mais la bonne conduite antérieure de Dyson et le fait qu'il s'agisse d'un arbitre momentané, de sa part et non d'un acte prémédité de tricherie a été pris en considération. Néanmoins, il a été condamné à une amende de 49 000 $. Il a été initialement condamné à une suspension de 2 mois, qui a ensuite été transformée en période de probation de 18 mois en novembre. L'ancien joueur de Walker Cut est revenu à l'action en terminant 52e ex-aequo à l'Open Afrique du Sud-Africain, puis 3e ex-aequo au championnat Alfred Dunhill. Numéro 3, Vincenzo Nibali. Je ne sais pas ce qui est le plus drôle, le fait qu'il ait triché devant la caméra ou la façon dont il a triché. C'était tellement stupide. Après une mésaventure, le vainqueur du Tour de France 2014 roulait dans la Vuelta, lorsqu'il a su qu'il devait revenir dans le peloton. Son équipe a fait le nécessaire, ils l'ont fait s'accrocher à leur véhicule de secours pour gagner du temps. Cela s'est passé lors de la 2e étape de la course. Si vous avez deviné, il a été disqualifié pendant l'événement, capturé par l'hélicoptère de la télévision. Nibali a disparu sur le côté de la voiture de l'équipe Ashtonic, jusqu'au groupe de tête, tandis que les coureurs utilisaient fréquemment des bouteilles collantes fournies par un véhicule de l'équipe, pour les aider à rejoindre le groupe après une collision ou une crevaison. Les commissaires ferment souvent les yeux tant que l'assistance n'est pas trop visible. Mais dans le cas de Bali, les images aériennes ont montré que Nibali avait un avantage sur les autres membres de l'équipe. Un avantage que les autres membres du groupe qui tentaient également de rejoindre la course n'ont pas eu, dans une déclaration des organisateurs de la course. Yuna Public ont déclaré que Nibali avait enfreint leur règlement et l'ont retiré de la course. Le commissaire de la bourse Bruno Valkic a ajouté que Nibali s'accrochait à une voiture pendant 200 mètres. Le mec savait exactement ce qu'il faisait. Mais voici le fait intéressant, c'est que Nibali est devenu célèbre après la course. Le motard a dit que ses profils sur les médias sociaux ont tous obtenu les tics bleus. Numéro 4, Nelson Piquet. La Formule 1 Junior et les courses de stock car donnent généralement l'impression qu'il n'y a pas de règles. Mais il y en a. Les pilotes sont juste lisses quand ils trichent, mais Nelson Piquet Jr. s'est fait prendre une fois en 2008, sur le 14e tour de la course de Singapour. La Renault R28 de Piquet est entrée en collision avec le mur du circuit au virage 17. Piquet a déclaré sa collision comme une simple erreur sur le moment.
Mais une enquête a révélé que le pilote brésilien l'a fait exprès pour que son coéquipier Fernando Alonso gagne la course. Son incident au 14e tour a fait sortir la voiture de sécurité qui a permis à Fernando Alonso de prendre la tête de la course parce qu'il avait changé de pneu, peu de temps avant l'accident. Attendez, ce pilote a triché ou devrions-nous dire qu'il s'est écrasé pour que quelqu'un puisse gagner? Il a risqué sa vie et celle de chaque autre pilote sur la piste. La Formule 1 a connu de nombreuses controverses, mais celle-ci était la plus folle. Le scandale a été surnommé Crashgate le 21 de ce mois. Il a été annoncé que l'équipe Renault F1 avait été disqualifiée de la Formule 1 en août 2009. Nelson Piquet Jr. a admis à la FIA qu'il a été forcé de le faire. Il a dit que le chef de l'équipe Renault, Flavio Briatore, et l'ingénieur Pat Simons lui ont demandé de mettre en scène l'incident. Briatore a été exclu de tous les événements de Formule 1 et des événements sanctionnés par la FIA pour une durée indéterminée, tandis que Simons a été exclu pour 5 ans. Un tribunal français a finalement annulé leur interdiction. Mais dans le cadre d'un accord ultérieur avec l'organisation dirigeante, ils ont tous deux accepté de ne pas opérer en Formule 1 ou dans des événements sanctionnés par la FIA pour une durée déterminée. Nelson Piquet Jr. a vu sa carrière prendre un mauvais tournant après l'incident, et aucune équipe ne voulait travailler avec lui, alors il est parti. Numéro 5, la tricherie de Julie Miller. La saga de Julie Miller était presque comme celle de Nelson. L'athlète était enragé, l'athlète a reçu le trophée et la place de Kona pour avoir gagné l'Ironman Canada 2015. Mais les événements qui ont suivi ont mis non seulement sa carrière en danger, mais aussi sa réputation en question. Miller a franchi la ligne d'arrivée à 10h49 minutes et 3 secondes, mais a déclaré qu'elle avait égaré sa puce de chronométrage à ce moment-là. Le directeur de course n'a vu aucune raison de ne pas lui faire confiance et, sur la base de ses résultats passés, elle a obtenu le temps d'arrivée et une victoire de groupe d'âge après que de nombreuses personnes l'ont interrogée et lui ont demandé si oui ou non elle avait terminé la course de 140,6 miles. La Fédération des Ironman a lancé une enquête et a conclu qu'elle n'avait pas pu le faire dans ce temps, en se basant principalement sur des images où elle se trouvait sur le parcours des autres coureurs. Miller s'est vu offrir la possibilité de montrer la preuve qu'elle avait terminé le parcours. Mais elle n'a pas pu le faire et elle a continué à affirmer qu'elle n'avait pas triché. Cette étrange série d'événements a suscité l'indignation et un groupe de concurrents a conclu que Miller avait commis la plus grande défense du triathlon. Ils l'ont suspecté d'avoir raccourci le parcours exprès et avait ensuite menti à ce sujet. Miller a souvent prétendu que sa puce de chronométrage avait glissé de la bande autour de sa cheville pendant les courses, ce qui est très inhabituel, mais beaucoup pensent qu'elle participait activement mais ne finissait jamais le parcours entier. L'affaire Miller était si controversée que même les habitants et les anciens partenaires d'entraînement de Miller hésitaient à parler de l'événement. D'autres qui ont sympathisé avec elle ont déclaré qu'ils ne voulaient pas être vus en public discuter d'un sujet aussi sensible. C'est une honte. Numéro 6, Cameron Vanderberg. Il existe une vieille philosophie selon laquelle tous les humains sont créés égaux, mais certaines personnes n'aiment pas ça. Ils s'épanouissent le mieux dans l'inégalité. Cameron, un médaillé d'or d'Afrique du Sud, a triché aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Selon les règles de la FINA, qui prévoit que plus d'un dauphin au départ d'une course est illégal. Cameron a été filmé en train de faire 3 coups de pied de dauphin au début d'une course. Il a ensuite gagné la finale du 100 mètres brasse en 48,46 secondes, battant le record australien de Brenton. Ce qui n'a pas été apprécié par l'équipe de natation australienne qui a remporté la médaille d'argent. Il n'y avait aucune preuve pour quiconque de protester contre le résultat de cette compétition, puisque la FINA n'utilise pas la technologie sous-marine ou vidéo pour prendre ses décisions. Cameron a admis qu'il avait triché. Il a dit qu'il ne pouvait pas se permettre de ne pas le faire parce que presque tout le monde le fait. Selon lui, les athlètes poussaient les règles et il n'était pas une exception. Il a affirmé que tout nageur qui ne repoussait pas les limites un petit peu était en situation désavantagée. Maintenant, c'est une chose de tricher et avoir des remords. C'est une autre chose de tricher et continuer à défendre son droit. Peut-être que Cameron a raison, peut-être que les athlètes vont continuer à tricher, s'ils savent qu'ils ne seront pas punis. Mais s'ils sont pris, après tout, le Sud-Africain n'aurait pas pu devenir détenteur d'un record du monde. Il n'a pas triché. Numéro 7, Michael Pineda. En avril 2014, Pineda a été suspendu de 10 matchs par la MLB pour avoir lancé avec du goudron de pain sur son cou. Les caméras de télévision ont clairement montré une substance brune et brillante sur sa main de lanceur, que les annonceurs de Boston ont pu identifier comme étant du goudron de pain, la substance collante que les frappeurs utilisent pour avoir une meilleure prise sur leur batte. Le goudron de pain est interdit d'être utilisé par les lanceurs, car il peut altérer le vol de la balle. Les Red Sox auraient pu facilement porter la prétendue tricherie à l'attention de l'Empire. Mais au lieu de ça, ils ont gardé le silence. Après le match, Pineda a dit aux journalistes que la substance brune n'était rien d'autre que de la saleté, parce que ses mains étaient moites. Il a affirmé qu'il n'avait pas utilisé de goudron de pain, mais les officiels de la Major League ont discrètement averti les Yankees de garder Pineda sous contrôle, et l'affaire n'a pas été poursuivie jusqu'au prochain départ de Pineda, également contre les Red Sox. Le manager de Boston a demandé aux Empires de contrôler Pineda pendant la deuxième manche. Il n'a pas eu le choix. Les caméras haute définition ont une fois de plus détecté une substance brune sur Pineda, sauf que cette fois-ci le lanceur l'avait étalé sur le côté de son cou.
dans une tentative boiteuse de dissimuler le goudron de pain sur sa peau. Considérant que c'était une nuit fraîche d'avril à Boston, Pineda ne pouvait pas blâmer ses mains moites cette fois-ci pour vouloir une meilleure prise sur la balle de baseball. Numéro 8, Jeux Olympiques de 2012. Des joueurs de badminton chinois, Wing Zhao et Yu Yang, ont tenté de tricher d'une manière plutôt inhabituelle. Mais malheureusement leurs tactiques sont devenues évidentes et leur ont causé des problèmes pour une nation obsédée par le badminton, et les médailles d'or, il serait facile de voir s'ils font de leur mieux. Ces stars chinoises ont refusé de donner le meilleur d'elles-mêmes, ils jouaient délibérément pour perdre leur match, ce qui signifierait qu'ils obtiendraient des tirages faciles en phase éliminatoire. Un meilleur positionnement dans la phase éliminatoire leur permettrait d'accéder facilement à l'or. Lorsque leur ruse est devenue évidente pour la foule du stade de Wembley, c'est devenu une affaire d'alcool et de sifflement. La fédération de badminton a disqualifié les coéquipiers pour ne pas avoir fait de leur mieux pour gagner le match. Le scandale a été énorme à l'époque. En Chine, ils avaient gagné l'or aux Jeux Olympiques de 2008 lorsqu'ils sont passés à la télévision d'État chinoise pour demander pardon, en espérant réduire la pression. Ces excuses ont seulement augmenté la pression, car sur son microblog pour annoncer sa retraite imminente de ce sport, même 6 autres joueurs ont également été disqualifiés avec les 2 joueurs, tous d'origine asiatique. Les coéquipiers ont fait les gros titres parce qu'ils étaient les stars du jeu, une chose que le scandale a montré au monde entier, la prêtée de la compétition dans les pays asiatiques, ce qui a ramené certains d'entre eux à se soucier des résultats et non du processus. Numéro 9, Marion Jones. Marion Jones a fait tourner les têtes dans les épreuves d'athlétisme. Elle était l'athlète la plus médiatisée aux Jeux Olympiques 2000, c'est le moins que l'on puisse dire, avec 3 épreuves individuelles et 2 relais. Marion a remporté 5 médailles dans la compétition. 3 médailles d'or et 2 de bronze. Ces médailles l'ont suivie chez elle, mais elles ne sont pas restées avec elle pour toujours. Les allégations d'utilisation de produits dopants ont toujours suivi sa carrière, mais elle a toujours nié ces accusations. En 2004, Victor Comte, le fondateur du laboratoire de Bay Area Cooperative Balco, a publiquement admis avoir administré 4 médicaments améliorant les performances à Jones, avant, pendant et après les Jeux Olympiques de 2000. Jones a nié cette allégation en soulignant qu'elle n'avait jamais échoué à un contrôle antidopage en 2006. Il a été rapporté que Jones avait été testée positive à l'érythéptine, un médicament interdit destiné à améliorer les performances. Elle a de nouveau nié, mais en octobre 2007, Jones a admis avoir été malhonnête sur sa consommation de drogue. L'USADA lui a donné une suspension de 2 ans de toute compétition d'athlétisme. Le comité olympique américain a exigé Jones de rendre ses médailles olympiques. Elle a été bannie des Jeux Olympiques de 2008 et s'est vue dépouillée de ses médailles par le CEO. Jones, qui avait été surnommée la mère la plus rapide du monde, n'a pas pu échapper à la fraude d'être prise en flagrant délit de tricherie. Jones était déjà assez bonne, elle aurait probablement gagné certaines de ses épreuves sans tricher. L'avantage compétitif que le dopage lui a donné n'était pas vraiment nécessaire en fin de compte. Jones a laissé tomber tous ceux qui croyaient en elle. Numéro 10, Thierry Henry a été éliminé des qualifications pour la Coupe du Monde 2010 avec un but controversé dans un incident similaire à celui de Diego Maradona contre l'Angleterre en 1986. Thierry Henry a manipulé le ballon à 2 reprises pour le garder en jeu dans ce qui a été un cauchemar pour l'équipe irlandaise. Lors du match aller, Nicolas et Elka ont donné à l'équipe française un avantage d'1 but avant le match retour. Le but de Robbie Keane a permis aux 2 équipes de se diriger vers la prolongation, avant que Thierry Henry n'arrive avec la seule arme qui lui reste dans son arsenal, et sa main. Il a aidé William Gallas à marquer le but de la prolongation pour la France, qui leur permet de se qualifier à la Coupe du Monde de football. Ce qui n'a pas été apprécié par toute l'équipe irlandaise, y compris leur entraîneur, Giovanni Trapezzoni, qui n'a pas caché ses sentiments de quelque manière que ce soit. Bien que Henry a admis avoir manipulé le ballon, il n'avait pas l'air d'avoir honte. Il a mis la faute sur l'arbitre pour avoir permis au jeu de continuer. La conférence d'après-match a été criblée de discussions sur le vol. Mais dans tout cela, la réputation d'Henry n'a pas été ternie. Il a permis à son équipe de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est tout ce qui compte. L'équipe irlandaise semble souffrir du fait qu'elle était la meilleure des équipes dans les 2. Peut-être que si le match était terminé par des tirs au but, il serait passé. Malgré la main d'Henry, elle nous a privés de la possibilité de déterminer si l'équipe irlandaise aurait gagné. La main d'Henry a été considérée comme une de ses erreurs, aucune sanction n'a été donnée. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashCoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.